Dans le deuxième épisode de Lanterns, Hal confie à John une mission spéciale, alors que le mystère de Rushville s'épaissit. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Le premier épisode a réussi bien des choses, mais la série a surtout tiré profit de l'alchimie captivante entre Hal Jordan et Jon Stewart. Ces deux-là se supportent à peine, même dans les meilleurs moments, ce qui rend le tout extrêmement divertissant. Mais que se passe-t-il lorsque l'épisode suivant sépare ce duo de choc pendant la majeure partie de sa durée? Il s'avère que ces deux personnages sont tout aussi fascinants lorsqu'ils agissent chacun de leur côté que lorsqu'ils sont réunis. Si l'épisode 2 encadre son récit par quelques scènes mémorables réunissant Hal et John, il met surtout l'accent sur les deux hommes en tant qu'individus agissant en solo. Tandis que John s'acquitte d'une mission qui s'apparente à une simple corvée pour le compte de son mentor acariâtre, Hal s'emploie à percer les mystères de Rushville. Inutile de préciser qu'au bout du compte, tous deux découvriront bien plus que ce à quoi ils s'attendaient. Kyle Chandler est toujours aussi impeccable dans cette interprétation particulièrement revêche du héros emblématique de DC, mais un personnage au caractère aussi épineux a vraiment besoin d'un contrepoint. Heureusement, la shérif Kerry endosse ce rôle à merveille. Ses échanges acerbes avec Hal sont tout aussi divertissants que la rivalité centrale entre Hal et John. Cet épisode nous permet également de comprendre le point de vue de chacun au sein de cette dynamique. On saisit aisément la frustration de Kerry face aux frasques de Hal, notamment lorsqu'elle l'intercepte alors que sa voiture est remplie de cadavres tièdes. Parallèlement, Hal prouve une fois de plus qu'il a raison de soupçonner que des choses étranges se trament dans cette petite ville tranquille. Son instinct ne le trompe jamais. Il était facile de sous-estimer Kelly MacDonald. Elle semblait être une provinciale timide et dépassée par les événements dans le premier épisode, avant de révéler toute l'étendue de ses capacités dans celui-ci. Ce que l'épisode 2 met particulièrement en évidence, c'est à quel point la série est une comédie, tout en restant une enquête policière sombre et brutale où les personnages lâchent des jurons à tout va. Cet épisode est étonnamment, voire agressivement drôle. Cela tient en grande partie au talent d'enquêteur improvisé de Hal, mais le mérite en revient aussi à John, alors qu'il déambule dans les couloirs du manoir désert de Hal et rencontre Earl pour la première fois. Clin d'œil à E.T., le compagnon végétal que possédait le héros dans les comics de la fin des années 70. Tout comme dans le premier épisode, ces clins d'œil aident les fans à accepter les moments où la série s'éloigne de l'univers des comics. Dans ma première vidéo, je notais que l'intrigue policière en elle-même ne m'avait pas totalement convaincu. Heureusement, cet épisode apporte quelques rebondissements à cette affaire, juste assez pour pimenter un peu les choses. D'une part, on découvre que Kerry était bien plus au courant de la situation impliquant les extraterrestres qu'elle ne le laissait paraître au départ. Et il devient de plus en plus évident que quelque chose de malsain se cache derrière les apparences de cette petite ville tranquille. D'autre part, on entrevoit l'autre facette de l'histoire grâce à l'apparition d'Anta-Han et de ses hommes. Certes, il est un peu frustrant de voir autant de personnages extraterrestres de la série adopter opportunément une apparence humaine. Cela donne à la série une envergure qui semble un peu plus restreinte que je ne l'aurais souhaité. Malgré tout, les évocations de Manhunters renégats et de civilisations anéanties contribuent à élever le conflit au-delà d'une simple fusillade dans une petite ville. J'apprécie également la façon dont ces épisodes s'appuient sur des indices subtils dans les dialogues pour nous faire comprendre que ces personnages ne sont pas ce qu'ils semblent être. Il y a eu toute la scène de l'interrogatoire la semaine dernière et maintenant cet échange sur la proximité entre John et Anta-Han. Pour convaincre John de l'importance de leur mission, Anta-Han lui injecte un liquide lui permettant de revivre le génocide de son peuple. C'est à ce stade précis que les téléspectateurs vont soit totalement adhérer à la série, soit commencer à décrocher. Car bien que Anta-Han exige que John voit ce que les Manhunters ont fait subir à son peuple, la série ne nous montre rien. Tout ce que l'on voit, c'est un groupe d'humains maintenant au sol un autre humain, lequel affiche une expression empreinte de tristesse et de souffrance. Soyons clairs, la prestation de Aaron Pierre est remarquable. Une fois de plus, il livre une interprétation complexe du personnage de John, trouvant sans cesse de nouvelles manières de laisser transparaître les émotions de ce dernier à travers le calme apparent qu'il est contraint d'afficher. Lorsqu'il pleure et se tord de douleur face à ce que Anta-Han l'oblige à voir, on croit dur comme fer qu'il est témoin d'une scène atroce. De même, le comédien chevronné Ben Victor donne l'impression d'être un extraterrestre déguisé. Certes, véritablement menaçant, mais sans être particulièrement sanguinaire, même lorsqu'il évoque le meurtre d'innocents. Mais cela suffira-t-il aux spectateurs qui espèrent voir des extraterrestres et des super-héros dans une série Green Lantern? Certains pourraient répondre par la négative en voyant de simples humains jouer les extraterrestres et des scènes de combat limitées aux coups de poing et de pied sans aucune projection d'énergie. Toutefois, pour le lecteur de Green Lantern de longue date que je suis, la volonté de la série d'allier dimension humaine et héroïsme fonctionne parfaitement.
Ne serait-ce que parce que la vision d'un Hal Jordan en pleine chute, privé de ses pouvoirs mais exempt de peur, m'a rappelé que la part humaine d'une histoire Green Lantern est tout aussi essentielle que ces étranges extraterrestres. L'épisode 2 s'achève sur une note particulièrement forte avec des retrouvailles de Hal et John au motel. Leur échange est captivant. On voit John hésiter en silence quant à savoir s'il peut vraiment faire confiance à Hal avant de finalement mettre de côté ses réticences et de révéler tout ce qu'il a appris dans Ta'an. Après tout, peut-être y a-t-il de l'espoir pour ce duo, ou peut-être pas. L'épisode s'achève sur un virage radical vers la dimension plus cosmique de l'univers d'ici. Hal enfile enfin son costume pour la première fois en 2016 et s'envole pour rendre visite à Sinestro, alors emprisonné. L'échange entre les deux personnages est frustrant de brièveté, mais j'ai hâte de voir comment cette conversation va évoluer. Sinestro est sans conteste l'un de mes méchants d'ici préférés, et la série ne pourra que gagner à embrasser davantage la dimension grandiose et spectaculaire de ce qu'est Green Lantern. Dans Superman, on a vu Guy Garner capable de matérialiser toutes sortes d'objets grâce à son anneau, mais quelles sont les limites de ses capacités ? Bien que la série n'apporte pas de réponse explicite à ce sujet, l'épisode 2 nous offre un aperçu fascinant de la puissance dont John Stewart fera preuve en tant que Green Lantern. Cela apparaît dès le début de l'épisode. Alors qu'il tente de voler après avoir enfilé l'anneau, John matérialise un petit oiseau. Loin de se dissiper dès qu'il retire l'anneau, l'oiseau continue d'exister pendant la majeure partie de l'épisode. Plus tard, un groupe d'extraterrestres explique à John que créer un être vivant et encore plus le maintenir en vie alors que l'on ne porte pas l'anneau révèle d'une maîtrise si avancée que cela tient de l'impossible. Il semble que la série laisse entendre que John Stewart est un Green Lantern d'une puissance immense, doté peut-être même de capacités que Hal Jordan ne saurait concevoir. Cela concorde avec les comics, où John Stewart figure parmi les Green Lanterns les plus puissants. En tant que marine et architecte, Stewart est capable de créer, grâce à son anneau, des constructions d'une puissance et d'un niveau de détail extraordinaire. Dans une série de comics, il est même devenu, temporairement, le premier gardien de l'univers mortel. Certes, John Stewart est extrêmement puissant, mais peut-il créer quelque chose qui perdure même sans l'anneau ? Eh bien, tout dépend. L'anneau Green Lantern canalise la volonté pour la transformer en énergie. La puissance de la construction dépend donc entièrement de la volonté de son utilisateur. Le traitement de l'anneau varie selon les récits. Certains lanternes sont capables de générer des constructions instantanément, plutôt que de les bâtir pièce par pièce manuellement avant de les assembler. Dans certaines histoires, retirer l'anneau à son porteur n'annule pas ses pouvoirs et ne fait pas disparaître les constructions, à l'instar de l'oiseau créé par John Stewart. Cela dit, l'idée que John Stewart puisse être bien plus puissant que Hal Jordan a de quoi surprendre. Dans les comics, Hal Jordan est incontestablement le Green Lantern le plus puissant de tous les temps. À une époque, il a recréé Coast City dans son intégralité à l'aide de son anneau, habitants compris. Certes, il était alors possédé par une entité cosmique maléfique, mais la puissance de Hal Jordan reste indéniable. Nous n'avons pas encore vraiment vu cela dans la série, espérons donc que la série prendra le temps de montrer que Hal et John sont tous deux puissants, mais de manière assez différente. Dans cet épisode, le DCU révèle que la shérif Kerry Kane est originaire de Gotham City et non de Rushville. Cette révélation est importante pour plusieurs raisons. D'une part, elle explique comment Kerry a pu suivre le rythme des Green Lanterns tout au long de leur enquête sur la menace extraterrestre, sans jamais se laisser dépasser. Elle ne donnait pas l'impression d'être une simple shérif de petite ville, ses antécédents à Gotham éclairent ce point, puisqu'elle a probablement acquis une solide expérience face à des crimes majeurs et aux dangers dans la ville de Batman. Mais un autre élément mérite également d'être souligné. Compte tenu de ses origines à Gotham City et de sa grande expérience en tant que shérif, il est fort probable que Kerry connaisse Batman, voire qu'elle ait un lien de parenté avec Bruce Wayne. Après tout, son nom de famille, Kane, est identique au nom de jeune fille de la mère de Bruce, Martha Kane. Il pourrait s'agir d'un personnage inédit créé pour être un proche des Kane au sein du DCU. Par ailleurs, dans le premier épisode, Kerry mentionne une certaine Barb lors d'une conversation téléphonique, ce qui pourrait constituer un clin d'œil à Barbara Gordon dans l'univers du DCU. Avant même que Sinestro n'apparaisse à l'écran, sa présence se fait déjà sentir tout au long de l'épisode. Pendant son sommeil, Hal Jordan ne cessait de prononcer le nom de Sinestro. C'est grâce à ce lien que nous découvrons le sort réservé à ce célèbre antagoniste de DC Comics au sein du DCU de Gunn. Sinestro a tenté de prendre le contrôle du corps des Green Lanterns par la force, allant jusqu'à tuer l'un des gardiens de l'univers. Hal a dû contrecarrer la tentative de coup d'état de son ancien mentor, ce qui a conduit Sinestro à se retrouver dans la prison cosmique où l'on le voit dans le deuxième épisode. En ce qui concerne sa présence à l'écran, Sinestro n'apparaît que brièvement dans l'épisode. Ce choix est délibéré, l'antagoniste n'intervient qu'à la toute fin, lorsque Hal lui rend visite en prison, préparant ainsi le terrain pour un rôle majeur du personnage dans le prochain épisode ou pour la suite de la saison. On perçoit toutefois aisément que Sinestro a déjà pleinement recours à ces tactiques de manipulation. Lorsque Hal interroge son ancien mentor sur ce qu'il sait des Manhunters, Sinestro réplique aussitôt en l'interrogeant sur John Stewart. Hal s'engage peut-être sur une voie dangereuse.
Hal s'adresse à Sinestro pour obtenir des informations sur les Manhunters après l'enlèvement de John par un autre groupe d'extraterrestres qui traquait l'un de ses androïdes. C'est ainsi qu'il découvre l'existence de ces êtres puissants de l'univers d'ici et cherche à savoir comment son mentor peut l'aider à identifier le Manhunter en liberté. Issus de l'univers DC Comics, les Manhunters constituaient la première ligne de défense de la galaxie avant l'avènement du Green Lantern Corps. Tout comme pour ce dernier, ce sont les gardiens de l'univers qui sont à l'origine de la création des Manhunters. Toutefois, le résultat ne fut pas à la hauteur des attentes. Dans les comics, les Manhunters, des machines redoutables dépourvues d'empathie, ont fini par se retourner contre les gardiens de l'univers, semant la destruction à travers le cosmos. Cette situation a conduit les gardiens à en détruire la majeure partie et à remplacer les Manhunters par le corps des Green Lantern. Ce dernier s'appuie sur le spectre émotionnel, corrigeant ainsi un défaut de conception majeur de la précédente force de maintien de la paix de l'univers. Après que John a évoqué les Manhunters auprès de Hal dans le deuxième épisode, la série DC révèle que c'est un Manhunter qui a tué Abin Sur, le premier détenteur de l'anneau de Hal. Alors, qui est le Manhunter ? Figure influente de Rushville, William Macon semble assurément être un candidat tout désigné au rôle de Manhunter. Il a mis sur pied une milice destinée à parer toute menace extraterrestre, dotée d'équipements de pointe tels que les détecteurs d'aliens que Hal découvre sur le terrain de football. Toutefois, ces précautions visent-elles réellement à protéger les humains contre les extraterrestres colonisateurs comme il a affirmé à maintes reprises ? Ou sert-elle plutôt à avertir un Manhunter de l'arrivée imminente d'extraterrestres en quête de vengeance ? Toutefois, bien que Macon soit un suspect évident, il est peut-être un peu trop, ce qui en ferait une fausse piste. Après tout, lorsque Antahan a raconté à John comment le Manhunter avait exterminé son peuple, il a précisé que cela s'était fait en toute discrétion. Or, diriger une milice comme le fait Macon est tout sauf discret. Cela réduit donc considérablement la probabilité qu'il soit le Manhunter. Mais au fil des 2 premiers épisodes, Macon a laissé entendre que tout ce qu'il possède, sa milice, sa base et sa technologie de pointe, lui vient de son mystérieux bienfaiteur. S'il ne peut révéler l'identité de ce dernier, il souligne sa générosité et son vif intérêt à tenir les extraterrestres le plus loin possible de Rushville. Quelqu'un d'aussi technologiquement avancé et aussi soucieux de surveiller les extraterrestres ne peut être que le Manhunter. Enfin, je pense. Hal est convaincu que Macon lui cache quelque chose au sein de sa base. Mais si ce quelque chose était en réalité une personne, ce bienfaiteur Manhunter. Bien entendu, il est toujours possible que le bienfaiteur se cache à la vue de tous sous les traits de quelqu'un comme Zoé ou Macon, mentant sur l'origine de sa fortune. Pour l'heure, une seule chose est certaine, il ne faut faire confiance à personne à Rushville, mis à part peut-être la shérif, vu qu'on a vu ce qui se passe en 2026. Dans l'épisode, il y a un clin d'œil à Mogo. Mogo allie l'imagination débordante de Moore à la consigne d'utiliser les histoires courtes de la série Tales pour étoffer le corps des Green Lantern. Le récit suit Bolfunga l'implacable, un chasseur de primes impitoyable chargé de capturer le Green Lantern connu sous le nom de Mogo. Bolfunga localise sa cible sur une planète lointaine et proclame haut et fort son intention de la capturer. Face au silence de Mogo, Bolfunga croit avoir effrayé sa proie et se lance à sa recherche dans la forêt. Toutefois, aucune des créatures qu'il croise ne porte d'anneau de Green Lantern. Il ne peut donc s'agir de Mogo. Ce n'est qu'en examinant la carte qu'il a dressée de la planète et en remarquant la forme de la forêt verte ainsi que la disposition des zones qu'il a révélées qu'il commence à comprendre la vérité. Saisi d'effroi, Bolfunga rassemble précipitamment son équipement et regagne son vaisseau en toute hâte. Alors qu'il s'éloigne, nous découvrons enfin la planète vue de loin et réalisons que les forêts à sa surface dessinent la forme d'un anneau de Green Lantern. Et pour cause, Mogo est la planète elle-même, un monde doué de conscience et membre à part entière du corps des Green Lantern. La phrase qui ouvre le coffre de Hal repose sur un récit cadre dans lequel le vétéran Tomar Hay explique à la jeune recrue Aricia pourquoi elle n'a jamais aperçu Mogo lors des rassemblements du corps, car c'est forcément difficile, en tant que planète, de le faire. Enfin, lors du voyage de John au manoir de Hal à Coast City, nous découvrons quelques détails amusants. La révélation majeure concernant la demeure de Hal Jordan est que sa lanterne est conservée en toute sécurité dans une dimension de poche. Ce choix s'inscrit dans la continuité d'une tendance récurrente au sein du DCU. Après tout, la 2e saison de Peacemaker et le film Superman de Gunn ont tous deux utilisé ce concept comme élément moteur de leur intrigue. Dans Superman, Lex Luthor a créé un univers de poche où il a bâti une prison destinée à tous ses opposants, y compris Superman. Lorsqu'un portail dysfonctionne, une faille gigantesque manque de détruire Metropolis. Quant à la 2e saison de Peacemaker, elle a exploré une intrigue liée au multivers lorsque le héros éponyme s'est aventuré dans la chambre de déploiement quantique. Finalement, Peacemaker a été envoyé sur la planète prison connue sous le nom de Salvation. Ainsi, la série semble confirmer que l'intrigue autour des dimensions de poche constituera le fil conducteur unifiant le chapitre 1 du DCU.
Encore un très bon épisode, ça fait très plaisir de voir Sinestro en espérant que le troisième épisode commence par une plus longue conversation entre Al et Sinestro. Et surtout, qu'on le voit s'évader de cette foutue prison à la fin de la saison. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir par la suite? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.